Bismillah, salam alaikum, mes chers élèves, soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. Vous êtes toujours avec le professeur de physique-chimie, Monsieur Azdin El-Minawi. On va voir dans cette vidéo un exercice de la physique nucléaire et des ondes mécaniques. Comme vous voyez, donc c'est un exercice de l'examen expérimental. Marhaban. Je vous ai déjà présenté 4 parties de la chimie. Maintenant, on va voir le premier exercice concernant les ondes et la physique nucléaire. Comme vous voyez, les parties 1 et 2 sont indépendantes. Alors, la première partie, ça concerne la propagation d'une onde mécanique. Et comme vous voyez, la deuxième partie, ça concerne l'étude de la désintégration du radon 222. Marhaban. Alors, je vous laisse voir l'exercice. Essayez de mettre pause pour lire tranquillement. Et je vous conseille de le faire vous-même. Une fois terminé la première partie, vous pouvez passer voir la deuxième partie. Alors, à chaque fois, vous pouvez mettre pause et essayer de le faire vous-même. Voilà la suite. Bien. Alors, comme d'habitude, je reprends l'exercice et les questions dans la partie solution détaillée, bien sûr. Marhaban. Donc, je vous présente la solution bien détaillée. Je commence par la première partie. Donc, comme d'habitude, je vous présente les données. Alors, à l'aide d'un vibreur d'une cuve à onde, on crée en un point S de la surface libre de l'eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence. Alors, voilà la fréquence 20 Hz. Cette onde se propage à t égale 0 à partir d'un point S, qui est la source, sans amortissement et sans réflexion. La figure ci-contre représente une coupe dans un plan vertical d'une partie de la surface de l'eau à une date T1. Donc voilà la figure que vous voyez. Donc ça représente l'aspect de la surface de l'eau. Voilà. Donc à un instant donné T1. Donc c'est un aspect. Et l'aspect, il nous permet toujours de déterminer une distance. Voilà. La première question. L'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle transversale ou longitudinale? Justifiez la réponse. Alors, comme vous savez, le vibreur, il effectue un mouvement de va-et-vient selon une direction qui est verticale. Et l'onde, il se propage horizontalement. Donc la direction de déformation et de propagation sont perpendiculaires. L'onde donc est donc transversale. Voilà. L'onde qui se propage à la surface de l'eau, elle est transversale. La justification, car la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire à la direction de la perturbation. Alors si on veut changer cette phrase, au lieu de dire perpendiculaire à la direction de la perturbation, je peux dire perpendiculaire à la direction du mouvement d'un point M de la surface de l'eau. Parce que l'onde, lorsqu'elle arrive à un point M de la surface de l'eau, ce point M, il va effectuer un mouvement vers le haut et après vers le bas, donc selon cette verticale. La deuxième question. Déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. Puisque l'onde est sinusoïdale, elle est périodique. Donc lambda, c'est la période spatiale. Regardez, entre ces deux sommets. Donc,
cette distance, c'est ce qu'on appelle lambda. Ou bien entre les deux minimales, c'est la même chose. Ou bien entre le premier point, je vais changer de couleur. Donc, il effectue un mouvement de vers le haut, après vers le bas, et il reprend sa position. Donc, cette distance aussi, c'est lambda. Donc, je peux déduire lambda de plusieurs positions, comme vous voyez. Donc, lambda, elle est exactement donnée 1,5 cm. Troisième question. Déduire la célérité v de l'onde à la surface de l'eau. Oh, vous savez que la vitesse, c'est la distance sur la durée. Quand la distance parcourue est lambda, le temps qui lui correspond, c'est la période. Donc, cela veut dire que la vitesse, elle est égale à lambda sur t. Voilà. Et comme vous savez, 1 sur t, c'est la fréquence. Donc, je peux remplacer, au lieu d'écrire v égale lambda multiplié par 1 sur t, je remplace 1 sur t par n, et comme ça, j'obtiens lambda n, et voilà la formule. Donc, voilà. C'est une formule que vous pouvez la poser directement. Alors, vous avez lambda, c'est 1,5, je convertis en mètres, et la fréquence, elle est donnée en 20, et comme ça, je trouve la vitesse 0,3 mètres par seconde. Quatrième question. Le point M situé à la distance D qui est égale à SM du point S est le front de l'onde. Donc, le front de l'onde, c'est le début de l'onde. Voilà le début de l'onde. Un instant T1. Donc, cette courbe, elle est représentée à une date T1. Voilà. Exprimer le retard temporel du mouvement de M par rapport au mouvement de S en fonction de la période. Oh, regardez, cette distance entre S et M. Alors, lorsque l'onde commence à se propager de S, il ne peut arriver au point M qu'après un temps qui est égal au retard. Donc, le retard, c'est la distance SM que vous avez divisée par la vitesse. Je peux vous montrer comment ça se passe. La vitesse, c'est la distance sur la durée. Donc, la distance, c'est SM. La durée du parcours, c'est τ. Donc, je peux déduire que τ, c'est SM sur V. Voilà, c'est une formule. Alors, SM, regardez, je reprends le schéma encore une fois. SM, je peux la déduire en fonction de lambda, bien sûr. Alors, voilà le SM. C'est cette distance. Alors, regardez combien de lambda j'ai. Alors, d'ici à là, c'est une lambda. Et d'ici à là, c'est une lambda. Donc, SM, il lui correspond 2 lambda. Et la vitesse, vous savez, c'est lambda sur t. Je n'ai qu'à remplacer ici et là. J'aurai cette relation qui se transforme en cette relation. Je peux simplifier maintenant le lambda avec le lambda, et j'aurai de t. Voilà le taux en fonction de t. Et vous savez que t, c'est l'inverse de la fréquence. Je peux remplacer, j'obtiens taux égale 2 sur n, et n, c'est déjà donné, et comme ça, j'obtiens taux égale 0,10 secondes. Voilà pour la première partie. Maintenant, je passe à la deuxième partie de la physique nucléaire, étude de désintégration du radon 222. Vous avez des données, la demi-vie du radon, c'est-à-dire le noyau radioactif. Voilà, en jour. Le tableau des énergies de liaison par nucléon. Alors, vous avez le noyau hélium de symbole, voilà son énergie de liaison par nucléon. Et le radon, voilà le symbole et son énergie, ainsi que le polonium, voilà son énergie de liaison par nucléon. Parmi les noyaux que vous avez là, le radon et le polonium, lequel est plus stable? En justifiant la réponse. Ah, on sait que le noyau le plus stable, c'est celui qui a l'énergie de liaison par nucléon le plus grand. Donc, je vais comparer les énergies. Alors, puisque l'énergie de liaison par nucléon de polonium, alors regardez le polonium, je change de couleur, voilà.
est à 7,73, alors que le radon est à 7,69. Cela veut dire que le polonium est supérieur au radon. Donc, le noyau le plus stable, c'est le polonium, car son énergie de liaison par nucléon est plus grande. Voilà la justification. Montrer que l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium, l'énergie de liaison, est cette valeur. Sachant que l'énergie de liaison du noyau est, regardez, l'énergie de liaison alors, je reprends. L'énergie de liaison par nucléon. D'un noyau X et voilà. C'est l'énergie de liaison divisée par le nombre de masses. Alors comme ça, j'obtiens l'énergie de liaison du noyau égale l'énergie de liaison par nucléon multiplié par le nombre de masses. Ah, je parle ici de l'hélium. L'hélium, le nombre de masses, c'est 4. Voilà. Et comme ça, je prends son énergie de tableau. Voilà, pour l'hélium, c'est 7,07. Comme vous voyez ici. Et le nombre de masses, c'est 4. Et comme ça, j'obtiens cette valeur donnée. Troisième question. L'équation de désintégration du radon 222 s'écrit. Voilà l'équation de désintégration. Donc, il se transforme en polonium en émettant une particule alpha. L'hélium, c'est la particule alpha. Donc, c'est une radioactivité alpha. Choisir la réponse juste parmi les propositions suivantes. L'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de radon est. Donc, vous avez 4 choix. Vous allez choisir la meilleure, c'est-à-dire la bonne réponse. Alors, je commence par l'équation de désintégration qui est la suivante. Alors, comment on calcule l'énergie libérée? Alors, je vais vous donner un petit rappel. L'énergie libérée par une désintégration, voilà, c'est toujours la somme des énergies de liaison après, c'est-à-dire des produits, moins la somme des énergies de liaison avant, ça veut dire des réactifs. Pourquoi? Pour que cette énergie soit positive. Parce que toujours après, ils sont plus stables. Et avant, c'est moins stable. Donc, les plus stables, ils ont une énergie de liaison plus grande. Les moins stables, énergie de liaison petite. Donc, la grande moins la petite, ça va donner une valeur positive. Donc, je prends toujours la somme des énergies de liaison des produits, c'est-à-dire après, moins la somme des énergies de liaison avant, c'est-à-dire des réactifs. Ou bien, vous pouvez mettre cette formule, c'est la variation de masse multipliée par C carré, mais à condition que delta M soit la somme des masses avant moins la somme des masses après pour que cette variation soit positive. Parce que toujours la masse des réactifs est plus grande que la masse des produits. Vous avez encore le choix. Vous pouvez mettre énergie de liaison, l'énergie libérée par réaction, c'est l'énergie de masse initiale, c'est-à-dire des réactifs, moins la somme moins l'énergie de masse finale des produits. Parce que la masse des réactifs est toujours plus grande que la masse des produits. Pour cela, la différence doit être positive. Alors, avec EI, c'est cette énergie qu'on appelle l'énergie de masse. Et EF, c'est cette énergie qu'on appelle l'énergie de masse. Ou bien, vous pouvez mettre aussi l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. Et delta E, ça s'appelle l'énergie de réaction. Et en général, l'énergie de réaction, c'est l'inverse de ce qu'on a fait, parce que toujours l'énergie de la réaction, elle est inférieure à 0. Voilà. Alors, lorsqu'on vous parle de l'énergie libérée, c'est une énergie toujours positive. On peut l'appeler aussi l'énergie produite par la réaction. Ça, c'est un rappel. C'est très, très intéressant. Alors maintenant, j'ai donné dans l'exercice l'énergie de liaison. Donc, on va utiliser cette relation qui est la première. Voilà.
Donc l'énergie libérée, c'est la somme des énergies de liaison après des produits, moins la somme des énergies de liaison avant, c'est-à-dire des réactifs. Alors qu'est-ce qu'on a après? Regardez le schéma. Alors après, j'ai le polonium et l'hélium. Donc c'est l'énergie de liaison de polonium plus l'énergie de liaison de l'hélium. Voilà la somme de après. Moi avant j'ai seulement un seul réactif, le radon, moins l'énergie de liaison. Donc, voilà. Alors, on a déjà montré que l'énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie de liaison par A. Alors, l'énergie de liaison, c'est le produit de A. Voilà. Donc, pour le polonium, c'est le nombre de masses multiplié par son énergie E1. Et pour l'hélium, c'est déjà donné, on a déjà calculé, ou bien c'est le A2 multiplié par l'énergie de liaison de l'hélium. Voilà, c'est la même chose. Et pour le radon, c'est le nombre de masses multiplié par son énergie de liaison que je peux appeler 3. Alors voilà, on vous a donné les énergies de liaison par nucléon de chaque noyau. Et le nombre de masses, vous les avez là, 4, 222, 218. En faisant une application numérique, regardez le polonium. Le polonium, c'est celui-là. Je change de couleur. Il a l'énergie de 7,73. Et le nombre de masses, c'est 218. Alors que pour l'hélium, c'est déjà donné, c'est 7, regardez le 7,07, et le 4, c'est déjà fait. On a déjà fait ce calcul, c'est 28,28, on l'a déjà montré. Alors que pour le polonium, pour le radon, regardez le radon. Alors on a l'énergie 7,69 et le nombre de masse c'est 222. Et comme ça, je trouve cette valeur. Voilà l'énergie libérée. Et on met vert. La dernière question. On considère un échantillon d'un noyau de radon. Donc on a choisi l'élément, le noyau radioactif. Ayant à l'instant t égale 0 une activité à 0. Trouvez un jour l'instant ou bien la date T1 à laquelle cet échantillon a une activité à 1 égale à 0 sur 4. Je commence par la formule de la décroissance radioactive. L'activité à un instant T est égale à 0 exponentielle moins lambda T. Alors moi je cherche à un instant T1. Je cherche l'instant T1. Donc je vais écrire l'activité, c'est A1 qui est donné. Alors je n'ai qu'à remplacer A ici et l'instant là. J'obtiens cette expression. Au lieu de A, je vais mettre A 0 sur 4. Au lieu de T, je vais mettre T1. Comme ça, je fais passer A 0 de l'autre côté pour simplifier. J'aurai cette expression. Je vais faire introduire le logarithme népérien à droite et à gauche. J'aurai cette relation. Et n'oubliez pas que ln de l'exponentielle plus ou moins alpha, c'est plus ou moins alpha. Voilà. Ça, c'est une formule. Donc, je fais descendre le moins lambda. Voilà. Et je n'oublie pas que lambda, la constante radioactive, c'est ln2 sur t1 demi. C'est une formule. Alors, comme ça, et n'oubliez pas que ln de 1 sur 4, c'est ln de 4 moins 1. Donc, c'est moins ln de 4. Voilà. Alors ça, c'est bien ça. Et comme ça, j'ai remplacé lambda avec ln2 et je multiplie par t1, voilà. Et comme ça, je peux déduire t1. Oh, sans calculatrice, ln de 4, c'est ln de la puissance 2, c'est 2 ln de 2. Et comme ça, je peux simplifier le ln2 à 2, il me reste 2. Et voilà, avec la calculatrice, je peux déduire 2t1 demi. Et t1 demi, on va la donner dans les données de l'exercice. Je n'ai qu'à remplacer et j'obtiens 7,6 jours. On est arrivé à la fin de la solution de cet exercice. Alors, mes chers élèves, pour nous encourager, n'oubliez pas de faire un j'aime et un commentaire. Merci et au revoir. Et n'oubliez pas de voir la partie de l'examen expérimental, la partie électricité et aussi la mécanique. Ce sont des parties très très importantes dans votre bac. Bonne chance, au revoir.